Il existait un aéronef qui terrorisait les pilotes du soleil levant. Les Américains l'avaient baptisé F-4U, Corsair. Mais pour les Japonais, il représentait quelque chose de beaucoup plus sinistre. Une machine bleue aux ailes étrangement courbées qui transforma le panorama aérien du Pacifique. Tandis que Washington célébrait sa nouvelle création, à Tokyo se rédigeaient des rapports secrets qui racontaient une histoire complètement différente. Quelle fut la véritable réaction des commandements japonais face à cette menace inattendue? Comment évoluèrent leurs perceptions depuis le mépris initial jusqu'à l'acceptation forcée de sa supériorité? Nous découvrirons les documents classifiés, témoignages d'aviateurs ennemis et évaluations militaires qui révèlent comment l'Empire expérimenta l'arrivée du Corsair depuis sa propre perspective. Si ces révélations historiques du point de vue de l'adversaire vous semblent captivantes, soutenez ce contenu avec votre pouce en l'air et activez les notifications pour plus d'histoires fascinantes de l'aviation. Une menace inconnue. Quand? Apparut le géant. Aérien américain. Mars 1943 marqua l'apparition de quelque chose d'inquiétant dans les cieux du Pacifique. Il ne s'agissait pas des Hellcats ou Wildcats, connus que les Japonais avaient déjà appris à combattre. Cette nouvelle machine présentait des caractéristiques uniques qui déconcertèrent initialement les observateurs. Les pilotes du Zéro avaient perfectionné leur technique contre des chasseurs qui priorisaient la manœuvrabilité et le combat rapproché. Ce nouvel aéronef américain changea complètement ses règles établies. Avec des performances qui dépassaient les 400 miles à l'heure et des capacités de piqué qui laissaient derrière n'importe quel opposant, il ne se contentait pas de participer au combat, mais le redéfinissait complètement. Les communications depuis les bases nippones de Rabaul et Bougainville mentionnaient la présence d'un démon céruléen qui se déplaçait avec plus de célérité qu'attendu et exécutait des attaques avec une précision déconcertante. Plusieurs aviateurs japonais le confondirent initialement avec le F-6F, jusqu'à ce que les analystes identifient sa configuration alaire distinctive et son fuselage allongé. Quand les stratèges de Tokyo comprirent finalement sa véritable identité, les conséquences étaient déjà évidentes. Des vétérans qui avaient dominé précédemment les Wildcats se trouvèrent surpassés tant en armement qu'en vitesse. Cet aéronef ne participait pas aux duels aériens traditionnels, mais les anéantissait directement. Tandis que des vagues successives de missions kamikazes échouaient à contenir sa domination, le Japon commença à reconnaître qu'il ne faisait pas face à un intercepteur conventionnel. C'était un colosse aérien, conçu pour terminer les aspirations impériales. Conception particulière et premières évaluations, la perspective de Tokyo. Pour les spécialistes japonais de 1943, le Corsair constituait un paradoxe technique. Son apparence était rugueuse, pratiquement archaïque avec son hélice démesurée, son museau surdimensionné et ses étranges ailes inversées, type mouette. La cabine grillée, compacte et fortement structurée, semblait fournir une visibilité limitée. Les rapports de renseignements initiaux allèrent de même jusqu'à le ridiculiser, le cataloguant comme inadéquat pour les manœuvres agiles. Les techniciens de Tokyo considéraient qu'il s'agissait d'une conception précipitée, construite plus pour intimider que pour performer. Cependant, ces premières impressions s'avérèrent trompeuses. Ce que les analystes nippons ne perçurent pas dans ces observations précoces était la puissance fondamentale du Corsair, force brute et inexorable. Les ailes courbées n'étaient pas simplement esthétiques. Elles permettaient d'incorporer la plus grande hélice jamais installée sur un chasseur naval. Propulsé par le moteur Pratt & Whitney R2800, double Wasp de 2000 chevaux, cela procurait au Corsair
une accélération et une capacité de piqué incomparables. Dans les affrontements aériens, les aviateurs japonais découvrirent que le Corsair pouvait surpasser en piqué n'importe quelle machine de leur arsenal, et en se redressant, déployait 6 mitrailleuses calibre .50. Les mêmes caractéristiques qui provoquèrent initialement la moquerie générèrent bientôt le respect. Les notes de terrain récupérées d'escadron 0 abattu en 1944 montrèrent un changement de perspective. Le nouveau chasseur américain possède une puissance de feu frontale écrasante. Il frappe rapidement et se retire avant toute riposte. La structure enjolée n'était aucunement une limitation, mais le poste d'observation d'un chasseur. Et les ailes pliées ne constituirent pas des défauts, mais la marque distinctive de la destruction descendant depuis les hauteurs. Difficulté de pont, ce que le Japon n'anticipa pas. Paradoxalement, la marine japonaise n'attendit jamais que le Corsair devienne un chasseur de porte-avions, dominant parce qu'initialement, l'armée américaine non plus ne l'avait pas prévu. Le museau allongé du Corsair et le train d'atterrissage rigide convertissaient les atterrissages sur porte-avions en opérations dangereuses. Les versions initiales rebondissaient sur les ponts ou plongeaient dans l'océan, provoquant les malédictions des équipes américaines et les sourires discrets des observateurs japonais. Le renseignement naval classa le Corsair comme exclusivement terrestre, avec un déploiement limité et par conséquent stratégiquement inférieur au L4. Mais cette évaluation fut catastrophique. Tandis que la marine luttait avec les tests de porte-avions, le corps des Marines américains avait déjà adopté le Corsair depuis des pistes insulaires comme Bougainville et Peleliu. Opérant dans des conditions brutales, boueuses et improvisées, les escadrons Corsair fournirent un appui terrestre létal et établirent la suprématie aérienne. Les commandants japonais, espérant une portée restreinte, trouvèrent soudainement leurs aérodromes bombardés et mitraillés par des corsaires qui n'étaient supposés ne pas se trouver là. Vers la fin de 1944, la marine avait résolu les problèmes de pont du Corsair. Des escadrons basés sur porte-avions lançaient maintenant cette bête directement vers des espaces aériens contrôlés par les Japonais, prenant les pilotes zéro au dépourvu. Un rapport japonais capturé exprimait l'incrédulité. Nous croyions que le chasseur bleu ne pouvait atterrir sur les navires. Maintenant, ils arrivent depuis la mer. Il n'y a pas d'échappatoire. La même faille qui limita initialement le Corsair s'était transformée en stratégie tactique. Et pour le Japon, il représentait maintenant un problème, tant terrestre que maritime. Si cette perspective historique unique vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Nous avons encore beaucoup plus de révélations surprenantes sur comment les adversaires percevaient ces machines légendaires. Spécifications terrifiantes, chiffres qui bouleversèrent les analystes japonais. Dans le domaine du combat aérien, les chiffres sont irréfutables et les chiffres du Corsair étaient terrifiants. Pour des analystes japonais habitués à calculer des avantages mineurs en vitesse ou taux de montée, les spécifications du F4U s'interprétaient comme une équation impossible. Avec une vitesse maximale de 446 miles par heure et une capacité de piqué qui pouvait atteindre plus de 500 miles par heure, le Corsair était le chasseur basé sur porte-avions le plus rapide des États-Unis durant la guerre. Son hélice massive de 13 pieds, propulsée par moteur suralimenté, lui accordait un couple incomparable. Combiné avec une structure robuste, l'aéronef pouvait piquer, tirer et s'éloigner avant que l'ennemi puisse réagir. Les ingénieurs japonais, imprégnés de la doctrine de légèreté et d'agilité, furent stupéfaits. Leur apprécié zéro, si dominant en 1942, était maintenant plus lent, moins protégé et considérablement moins létal.
Le Corsair incorporait du verre par balle, un blindage et des réservoirs de carburant auto-obturants, éléments inexistants dans les conceptions japonaises précoces. Même les unités kamikazes le craignaient. Un seul passage d'un Corsair pouvait déchiqueter un bombardier ou une unité de plongée avant qu'elle n'atteigne son objectif. Plus surprenante encore, le Corsair se maniait admirablement à haute vitesse où les Zero perdaient leur manœuvrabilité. Dans des interviews postérieures à la guerre, les ingénieurs japonais reconnurent « Nous avons sous-estimé la conception américaine. Elle n'était pas élégante, mais elle était efficace et létale. » Le Corsair n'était pas simplement une machine, c'était une déclaration. Vitesse, puissance et protection venaient de réécrire les règles de la suprématie aérienne. Rencontre de combat. Comment le Corsair domina le Zero et l'Oscar. Quand le Corsair entra initialement au combat contre les chasseurs japonais, les résultats furent immédiats et dévastateurs. Dans les îles Salomon, les escadrons Corsair traversèrent les formations de Zero et Oscar, les meilleurs chasseurs légers du Japon, avec une efficacité impitoyable. Les affrontements aériens qui favorisaient auparavant l'agile Zero furent complètement inversés. Le Corsair attaquait depuis l'altitude, déchargeait sa puissance de feu et disparaissait avant que les pilotes japonais puissent répondre. L'agilité légendaire du Zero manquait de signification s'il ne pouvait s'approcher. Les as japonais vétérans commencèrent à rapporter des tendances inquiétantes. Les chasseurs américains n'essayaient plus de les surpasser en virage. À la place, ils employaient des attaques tranchantes et des piquets verticaux, tactiques impossibles à contrer pour les aéronefs japonais plus légers. Le lieutenant Hiroshi Nishizawa, l'un des pilotes Zero les plus habiles du Japon, aurait dénommé le Corsair le chasseur sans honneur. Il ne combat pas, il anéantit. Cette affirmation, bien qu'amère, reflétait l'équilibre de pouvoir changeant. Dans la bataille d'Okinawa, les escadrons corsaires abattirent des vagues kamikazes avant qu'elles n'atteignent les embarcations alliées, préservant des milliers de vies. L'image une fois invincible du Zero se fissura sous la pression implacable de la puissance de feu et des tactiques modernes. L'analyse post-combat par les commandants japonais confirma le pire. Le Corsair n'avait pas seulement surpassé leurs chasseurs, il avait détruit leur doctrine. L'ère des duels manœuvrés était terminée. L'ère de l'impact, de la vitesse et de l'acier avait commencé. Le facteur psychologique, le changement mental du Japon après avoir affronté le Corsair. Pour 1944, quelque chose de plus dangereux que les projectiles commença à affecter les pilotes japonais qui affrontaient le Corsair. La peur. Bien que leur entraînement soulignait le courage et le sacrifice, même les aviateurs d'élite ne pouvaient ignorer ce à quoi ils faisaient face. Les rapports de groupes aériens de première ligne décrivaient un démon noir aux ailes de mouette qui pouvait attaquer depuis le soleil et s'évanouir dans les nuages, ne laissant que destruction. Le son distinctif du Corsair, un sifflement effrayant causé par le flux d'air sur les prises de moteur, commença à induire un stress psychologique. Les pilotes vétérans qui avaient survécu à des années de combats aériens admirent ressentir de l'inquiétude uniquement par le son. Ils le dénommèrent « mort sifflante », nom originalement créé par les Marines américains, mais adopté par les mêmes hommes qu'ils chassaient. Les unités kamikazes destinées à terroriser les marins alliés étaient elles-mêmes terrorisées quand les corsaires patrouillaient les cieux. À Okinawa, les officiers japonais notèrent avec préoccupation que les taux de succès des attaques kamikazes s'effondrèrent quand les corsaires volèrent en patrouille aérienne de combat. Les pilotes hésitaient à se lancer ou déviaient pour éviter le contact. La présence de l'aéronef suffisait à déstabiliser des formations de mission complètes.
Le commandement japonais comprit qu'il ne perdait pas seulement la bataille physique, il perdait aussi la guerre mentale. Le Corsair ne détruisait pas seulement les avions, il érodait le moral, semait la peur et remplaçait l'héritage du Zéro par un nouveau nom qui tourmentait les rêves ennemis. Code brisé et morale détruit, ce que révélèrent les documents japonais. Capturés, les rapports post-action déclassifiés, récupérés des archives navales japonaises, confirmèrent que les agences de renseignement avaient drastiquement mal évalué le Corsair. Les évaluations précoces l'avaient classifié comme aéronef d'appui terrestre d'usage limité. Sa taille, sa forme inhabituelle et son intégration retardée dans les porte-avions menèrent les analystes de Tokyo à considérer qu'il s'agissait d'une conception transitionnelle, avec une agilité pauvre et une durée de vie courte. Cette illusion se désintégra en quelques mois. Les rapports actualisés étiquetèrent le Corsair comme hautement dangereux, spécialement opérant en escadron coordonné. Les analystes observèrent de la domination du Corsair tant dans les missions RR qu'air surface, sa capacité à protéger les embarcations et son temps de permanence impressionnant sur les objectifs. Mais la perspective la plus alarmante provint d'interrogatoires interceptés de pilotes. Les aviateurs japonais avaient commencé à questionner leurs propres manœuvres. Ils abandonnaient les attaques s'ils soupçonnaient la présence de corsaires proches, craignant la puissance de feu explosive de l'aéronef. Pour les planificateurs militaires japonais, ceci marqua le seuil psychologique. Un avion ennemi s'était converti en objet de crainte, quelque chose qui sapait la discipline et l'instinct. L'imprévisibilité du Corsair, sa force brute et son déploiement stratégique avaient défait des années d'entraînement doctrinal. Dans un bulletin de renseignement de 1945, un officier non identifié conclut « Ce n'est pas un aéronef à égaler, c'est un aéronef à éviter ». Ce niveau de respect, né d'une erreur de calcul, arriva trop tard pour altérer le destin du Japon. Samouraï de l'air contre la mort sifflante. Philosophie de combat. Opposé. Pendant des décennies, la doctrine aérienne japonaise avait tourné autour de l'esprit Bushido. Honneur, bravoure et combat rapproché. Le Zéro incarnait ceci. Agile, élégant, dépourvu de blindage pour prioriser les affrontements aériens. Mais le Corsair ne suivait pas ces règles. Il refusait de se battre en duel. Il attaquait depuis des angles que le Zéro ne pouvait égaler et survivait aux impacts que le Zéro ne pouvait absorber. Pour les pilotes japonais, cela semblait injuste, même déshonorant. Ils qualifièrent ces tactiques de lâches, décrivant les pilotes américains comme manquant d'esprit. Mais graduellement, cette critique céda le pas à un respect réticent. Les tactiques du Corsair n'étaient donc pas lâches, elles étaient efficaces. Les pilotes américains ne cherchaient pas de morts honorables, ils voulaient des victoires stratégiques, et ils les obtenaient. Le Corsair introduisit une nouvelle philosophie de combat, la domination à travers la disruption. Il brouilla les lignes entre chasseurs et attaquants. Un pilote pouvait défendre une embarcation, mitrailler une colonne et gagner un affrontement aérien tout en une seule sortie. Les stratèges japonais pris dans la tradition luttèrent pour s'adapter. Dans les sessions d'information de combat, les instructeurs avertirent les novices non seulement sur la vitesse du Corsair, mais sur son imprévisibilité. « Il ne poursuit pas », disait un document. « Il attend ». Dans les cieux au-dessus d'Iwo Jima et de la mer des Philippines, les corsaires n'étaient pas seulement des ennemis, ils étaient des prédateurs. Ce désajustement philosophique devint la perdition du Japon. Ils avaient entraîné des guerriers pour les duels, mais affrontèrent des chasseurs sur un champ de bataille, régis par l'innovation. Réputation, sombre du corsaire au-delà des cieux. L'impact du Corsair sur le champ de bataille ne se limita pas à la suprématie aérienne. Il gagna aussi une réputation redoutable comme aéronef d'appui terrestre. Les troupes japonaises sur les îles le décrivaient comme « démon aux griffes ».
se référant au mitraillage dévastateur qu'il exécutait avec une précision mortelle. Volant bas sur le terrain de jungle, les mitrailleuses calibre 50 et les pods de roquettes du Corsair pouvaient traverser les bunkers, colonnes et lignes d'approvisionnement avec une efficacité dévastatrice. Ce qui le rendait plus terrifiant était son apparition soudaine. Les garnisons japonaises manquaient fréquemment d'avertissements avant l'attaque du Corsair. Sa haute vitesse et son angle de piqué prononcé le rendaient pratiquement impossible à traquer ou à battre à temps. Les survivants décrivaient le son de ses moteurs comme la mort s'approchant avec un cri. L'effet psychologique de l'aéronef sur les troupes terrestres était si sévère que certains commandants japonais commencèrent à ordonner à leurs hommes de se retirer plus profondément dans les tunnels et grottes quand on entendait un Corsair au-dessus. Il n'était plus seulement une menace pour les pilotes, il était un cauchemar pour l'infanterie aussi. Les Marines au sol l'adoraient, le dénommant leur ange gardien. Mais pour les Japonais, c'était un fantôme imparable qui dominait non seulement les cieux, mais la terre en dessous d'eux. Héritage de la crainte, ce que le Japon retint du Corsair. Pour 1945, même les meilleurs as du Japon étaient arrivés à respecter et dans certains cas, craindre le Corsair. Ce n'était pas seulement parce qu'ils surpassaient leurs aéronefs, il avait duré plus longtemps que leurs meilleures idées. Le mythe de la suprématie du zéro avait disparu. Aussi la croyance que la pure force de volonté pouvait surpasser la puissance de feu. Le Corsair aida à démanteler le corps de pilotes d'élite du Japon, qui vers la fin de la guerre se réduisit à des novices peu entraînés et dépassés. À chaque sortie, le Corsair infligeait plus que des pertes. Il infligeait le doute. Il symbolisait l'évolution guerrière de l'Amérique depuis une défense improvisée vers une offensive écrasante. Il démontra que l'adaptation et l'ingénierie pouvaient défaire même les doctrines les plus établies. Les historiens dénomment fréquemment le F-6F Hellcat, principal tueur de zéro. Mais en réalité, le Corsair fut le bourreau de la confiance aérienne japonaise. Le Japon avait pensé que le Corsair était trop défectueux pour importer. À la fin, il importa plus qu'il ne pouvait l'admettre. Quand les pilotes survivants le décrivaient, il parlait moins de vitesse ou d'armes et plus d'effroi. Non parce qu'il était beau, mais parce qu'il n'avait pas besoin de l'être. L'héritage du Corsair au Japon n'était pas de statistiques. C'était de crainte, confusion et attentes brisées. Le Corsair ne gagna pas seulement des batailles, il réécrivit les règles mêmes de la guerre dans le Pacifique. Si ces analyses approfondies de légendes de l'aviation et de psychologie du champ de bataille vous fascinent, assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu révélateur. Quel affrontement d'aéronefs devrions-nous explorer ensuite ? Partagez-nous en commentaire et mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié cette perspective unique de l'histoire.